fuan. E mora ne malonya wok mudumu yo. Hababa zon. Je suis un soldat avec un message de Dieu. C'est nécessaire que mon message passe. Que Minawak, pendant des siècles, des centaines de milliers de blacks furent déportés, vendus au nouveau monde. Combien de morts, combien de vendus? Chut, silence, l'Occident nie l'évidence. Molawak, le peuple juif fut réparé par les nazis. Et pour l'Afrique, deux poids, deux mesures. Nous sommes des saisons, disent-ils. Oubliez l'histoire, ils sont des moins que rien. Des esclaves, le monde a guidé, éduqué, enseigné les hommes. Juifs, grecs, blancs, tous autant qu'ils sont. Je suis la source des connaissances scientifiques, historiques et philosophiques. Molawak, bien bewa, moi rien n'impose rien, je vérifie. Ce que le fond négo pharaonique introduit l'essentiel pour la civilisation des hommes. Ya, Abobadan, l'Occident est l'accident de notre histoire. Sankara, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Bayama Zamate, Mazama Yemine Nyawe Mfua. Manzama Mazuma Dumeze no Congo. Eyo Tashi Huyana Yama. Mayon Makamayi Eze no Gabon. Mazama Eyo Tashi Huyana Yama. Martin Cole, les Africains sont absents. Des messies venus de l'Occident se partagent aux Zamboga, diffusés et imposés. La civilisation naît alors des fantaisistes, la chasse au trésor. Depuis lors, forêt, diamants, pétrole sont pillés. L'Afrique est vidée, volée au boulaye. Le roi est mort, mais vive le roi. On flatte et l'armoyon, ils sont car les Africains sont des enfants, ils sont incapables de s'assumer, de se prendre en charge. Faut qu'ils soient libres, finis, mais pas autonomes. On peut leur vendre les capitaux, les machines, le savoir, les armes, les déchets et même les virus. C'est boulot, boulot. Betarabanan, Babazan et Sazam sont un homologue. Le but de l'homme blanc, frère, et d'arriver en se couvrant du manteau de la science, à faire gronder qui n'ont jamais été responsables quoi que soit de valeur dans ce monde. De ce fait précis, je constate que l'histoire est falsifiée. Moi t'en yé minenya ou yafua. Muyon mazo, na borba ko en Afrika. Yo tashi ou yanayama. Mazuma koba, hayo eka meze no Gabon. Mazame yo tashi uyane yama. Analinkuru medunga kine ya Cameroon. Yo tashi uyane yama. Mababa makamazam, Afrika yo Zamboga. Mazame yo tashi uyane yama. Nous
sont des saisons, disent-ils, oubliez l'histoire. Ce sont des moins que rien, des esclaves. Le monde a guidé, éduqué et enseigné les hommes. Juifs, grecs, blancs, tous autant qu'ils sont. Je suis la source des connaissances scientifiques, historiques et philosophiques. Bien moi je n'impose rien, je vérifie ce que le fond négon pharaonique introduit l'essentiel pour la civilisation des hommes. Abordons l'Occident et l'accident de notre histoire. Sankara, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Baye Mazamate, Mazawa Yemini Nyawu Mfua. Manzama Mazuma Dumu Ezeno Congo. Iyo Tashi Huyana Yama. Makamayi Ezeno Gabon. Manzama Iyo Tashi Huyana Yama. Martin Cole, les Africains sont absents, des messies venus de l'Occident. Ce partage aux Zamboga, diffusé et imposé. La civilisation naît alors des fantaisistes, la chasse au trésor. Depuis lors, forêt, diamants, pétrole sont pillés. L'Afrique est vidée, volée. Au bout de la guerre, le roi est mort, mais vive le roi. On flotte et l'armement, ici car les Africains sont des enfants, ils sont incapables de s'assumer, de se prendre en charge. Faut qu'ils soient libres, finis. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, bonsoir et bonne année 2024. Comme il est de coutume au BDP, notre président, le professeur Daniel Mangara, après concertation avec les membres du BDP, prononce toujours un discours à la nation dans lequel il a toujours partagé la lecture du BDP sur la vie politique gabonaise et les enjeux qui en découlent. Le professeur Daniel Mangara a également choisi cette opportunité pour non seulement réagir au discours du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, mais il abordera également de manière générale la problématique du coup d'État du 30 août 2023 qui continue de marquer l'actualité dans notre pays. Corneille disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». J'aimerais bien que les Gabonais comprennent le sens profond de cette citation. En français simple, Corneille nous dit que quand on triomphe d'une personne ou d'une situation sans avoir rencontré de résistance ou de difficulté, la victoire est dénuée de mérite. Oui, chers compatriotes, l'histoire du coup d'État au Gabon a pris des proportions trop exagérées dans un populisme qui annonce déjà les prémices d'une dictature encore plus redoutable. Il faut que les Gabonais prennent du recul et accordent un intérêt particulier au discours du professeur Daniel Mangara. Oui, chers compatriotes, le mérite d'une nation trouve sa source principalement dans ses institutions. Or, au Gabon, nous déplorons que les institutions de la République soient galvaudées pendant plus de 5 décennies, depuis le règne d'Omar Bongo jusqu'à celui d'Oligui Nguema, en passant bien sûr par celui d'Ali Bongo. Il est temps pour que les Gabonais se réapproprient leur souveraineté et cette période transitoire en est une opportunité, une bonne opportunité. Souvenons-nous, chers compatriotes, du conseil du 44e président américain Barack Obama. Ce conseil vient ici renforcer cette citation de Corneille lorsqu'il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Cette citation du président américain Barack Obama est une vérité que personne ne pourra changer. Alors, chers compatriotes, je vous invite non seulement à écouter attentivement le discours du professeur Daniel Mangara, mais aussi à méditer dessus. Ainsi, vous comprendrez ce qu'on vous cache depuis toujours. Sans plus tarder,
Écoutons le professeur Daniel Mangara après l'hymne national. Je vous remercie. Hmm. Hmm. Chers compatriotes, il me fait le plus grand plaisir de m'adresser aujourd'hui à vous, d'abord pour vous exprimer mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année qui commence, mais aussi pour partager avec vous la vision du Gabon nouveau qui est et a toujours été la mienne et celle des membres du mouvement Bongo doit partir. Je commencerai évidemment par saluer la réalité qui nous regarde droit dans les yeux et que personne ne peut ignorer aujourd'hui, et réalité qui nous dit que 2024 sera certainement la première nouvelle année, le premier nouvel an depuis 1967, quand les Bongos sont arrivés au pouvoir, dont nous aurons vécu l'avènement sans un Bongo Ondimba au pouvoir. Et ça, c'est un exploit. Cet exploit, nous le devons à nos corps de défense et de sécurité qui, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, le CETRI, ont pris leurs responsabilités pour débarrasser le Gabon de la dynastie des Bongo Ondimba, mettant ainsi fin à 56 années de grincement de dents et de meurtrissure de notre pays sous la famille satanique, je dis bien la famille satanique qui avait pris notre pays en otage et avait voulu faire du Gabon sa chasse gardée, un pays où seul un Bongo méritait d'être président du Gabon. Nous, peuple gabonais, en serons éternellement reconnaissants au CETRI. Pourquoi trouvons-nous utile, en amont de cette adresse, de rendre hommage au CETRI, sachant ce que nous savons de la gouvernance du CETRI et du général Oligui aujourd'hui? Tout simplement parce que le coup d'État du 30 août 2023 fut d'autant plus en adéquation avec la position de notre mouvement que l'on se souviendra que, dès sa création, depuis l'exil aux États-Unis en décembre 1998, le mouvement Bongo doit partir avait clairement énoncé que le Gabon ne changerait jamais, ni par les urnes, ni par la bonne volonté des Bongos, et encore moins
par le miracle de Jésus-Christ. Et que si le Gabon devait un jour changer, ce changement ne viendrait que par des méthodes violentes, parmi lesquelles le coup d'État, la guerre civile ou l'insurrection populaire. Insurrection populaire que nous avions baptisée du nom de changement par la force démocratique de la rue. Un changement par le coup d'État, la guerre civile ou l'insurrection populaire ne pouvait donc ni nous surprendre, nous, du BDP, ni encore nous offusquer. Pour nous, cela n'a jamais été une question de si. Il y aura un coup d'État un jour, une guerre civile un jour, une insurrection populaire un jour, mais plutôt une question de quand. Donc, une simple question de temps. C'était mathématiquement inévitable. Nous ne pouvions donc être favorables au coup d'État du 30 août 2023 au Gabon. Mais aux yeux du mouvement Bongo doit partir, le fait pour le Gabon de changer par le biais d'un coup d'État n'a jamais non plus été une question de simplement remplacer une dictature par une autre, remplacer une prise en otage par une autre, ou encore remplacer un régime kleptocrate et incompétent par un autre. Le fait pour le Gabon de changer par un coup d'État, aussi fortuit fut-il, n'a jamais non plus été question de tout accepter, de tout subir, d'abdiquer tous nos droits de citoyens, de nous laisser bâillonner, simplement parce qu'il y aurait eu un coup d'État. Tout de même, un citoyen qui abdique volontairement tous ses droits n'est plus un citoyen, il devient un sujet, un esclave. Mais nous, Gabonais, nous n'avons pas pour vocation de devenir sujets d'un roi ou d'un président autoproclamé, ou esclaves d'un roi ou d'un président autoproclamé. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre, après ce que nous avons vécu sous les Bongos pendant 56 ans, nous ne pouvons pas nous permettre de céder un iota de notre liberté citoyenne. Voilà pourquoi nous dirons tout de suite notre opposition absolue à ce qui s'apparente de plus en plus à la construction d'un nouveau régime de dictature au Gabon. Les signes en sont partout visibles, les signes de l'amateurisme, les signes de l'incompétence, les signes d'une dictature qui confond de plus en plus le populisme avec la gouvernance. Mais cette confusion se fait d'une manière tellement débridée que nous ne voyons plus trop la différence entre la navigation à vue sous les Bongos et ce qui, en seulement 4 mois, apparaît de plus en plus comme de la navigation à vue sous le régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus imperméable à la critique que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de construire sous nos yeux. Et dans beaucoup de cas, avec notre consentement, notre assentiment fanatisé, et j'ai envie de dire aveugle. Ce n'est pas comme ça qu'un citoyen se comporte. Un citoyen avisé doit rester éveillé, ne doit jamais se fanatiser pour les hommes politiques. Le faire, c'est en réalité participer soi-même à sa propre meurtrissure. Après ce que nous avons vécu sous les Bongos, nous ne pouvons plus nous le permettre. Voilà pourquoi nous avions salué ce coup d'État. Il laissait entrevoir la possibilité, quelque part, que les Gabonais puissent se forger une destinée maîtrisée par eux-mêmes, voulue par eux-mêmes, et plus jamais imposée ni par des forces étrangères, ni par un individu. Et encore moins par une famille ou un clan, d'ailleurs. Nous constatons, hélas, que le général Oligui passe désormais le plus clair de son temps à se construire un régime et les idéaux des départs du Cetri sont de plus en plus perdus, noyés dans sa soif, ce que je perçois de plus en plus comme une soif du pouvoir.
pouvoir personnel et personnalisé de la part du général Oligui. Le but de la transition était de mener le Gabon aux réformes tout de suite. Nous n'avions même pas besoin de passer un an dessus. Nous avons eu la chance, comme le général lui-même le dit, de n'avoir versé aucun sang. Et en réalité, le coup d'État s'est passé de manière tellement pacifique qu'il n'y a eu aucune disruption du fonctionnement de l'administration publique, aucun dérangement de quoi que ce soit, au point que, du jour au lendemain, le Gabon a continué à fonctionner de manière pacifique. Il n'y a pas eu de tir de coup de feu. Donc, il n'y a pas eu en réalité de bouleversement susceptible de demander que nous passions en réalité 2 ans sur une transition qui ne se justifiait pas. On pouvait même exhumer tout de suite la constitution de 91 que le CETRI utilise dans sa charte et utiliser cette constitution pour déjà démarrer tout de suite un processus que nous savions pouvait être propre dès lors qu'il y aurait de la volonté de la part de ceux qui ont fait le coup d'État. Cette vérité, il faut l'intégrer aussi. Que avions-nous tellement besoin de passer tant de temps à parlementer, à tergiverser, alors qu'en réalité, on pouvait faire une transition tout à fait naturelle, à défaut de donner le pouvoir au professeur Ndosa qui avait gagné l'élection. On aurait pu dire on annule et on repart à une nouvelle élection. Une année aurait suffi et on serait déjà en campagne électorale avec tout le monde, sur la base de la Constitution de 91 et laisser par la suite peut-être au président qui allait gagner de revenir avec son système, remodifier cette Constitution selon les idéaux. Tous les scénarios étaient possibles. Le scénario de 2 ans de transition est un scénario parmi d'autres, mais il n'était pas obligatoire. Je répète donc que le but de la transition était de mener le Gabon aux réformes et à rien d'autre. Et ces réformes auraient pu se faire en 2 mois, 3 mois, 4 mois déjà, si telle avait été l'intention réelle. Omar Bongo, le dictateur, l'a quand même fait en moins d'1 mois, on va dire en 1 mois, et même 2 mois si on veut être gentil. La même année, il y a eu élection législative. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de passer une éternité dessus, de compliquer la vie et d'alourdir la marche de l'État avec cette cacophonie de nominations qui ne font qu'absorber les revenus de l'État, alors que nous aurions besoin aujourd'hui d'être dans un régime légitimement élu, travaillant de manière organisée à projeter notre pays sur la pente du développement durable avec toutes les intelligences de cette nation. Il se trouve que ce but de mener le Gabon aux réformes et donc à de nouvelles élections est un peu perdu aujourd'hui. Le général Oligui semble s'être détourné de cet objectif pour plutôt poursuivre celui de se construire un régime politique à son image, pour des fins qui restent encore, on va dire, mystérieuses, même si en filigrane, on peut lire la réalité telle qu'elle continue aujourd'hui à s'exposer à nous. Il me semble que le président de la transition, le chef de l'État, le général Oligui, s'est enlisé dans une sorte de populisme qu'on qualifiera même de populisme furieux, qui lui fait promettre tout et n'importe quoi à n'importe qui, de manière intempestive, sans consulter son gouvernement, faire des promesses de dons d'argent par-ci, distribuer de l'argent par-là, pour ensuite se rendre compte après que, oh, il n'y a pas d'argent pour tous ces projets, un peu comme on vient de le voir avec la question de la bourse des étudiants, des élèves du secondaire. On voit de plus en plus le général Oligui se projeter au-delà de la transition, avec de grands projets que j'appelle des projets inutiles, car ne relevant pas forcément des priorités de la personne qui gérera le Gabon après lui. Ne nous y trompons pas. Imaginons un seul instant qu'Oligui ne se présente pas ou soit battu en 2025.
quelle obligation celui qui va le remplacer à la présidence de la République aurait-il de continuer avec des projets comme Libreville 2 ou un nouvel aéroport ou une nouvelle compagnie aérienne, sachant que les priorités du Gabon aujourd'hui peuvent différer de leader en leader. Et pour des hommes et des femmes comme nous, qui voulons toujours commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par le toit, on commence par ce qui est essentiel et utile. Et les priorités du Gabon aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle compagnie aérienne ou une nouvelle ville par-ci, mais les routes, les hôpitaux, les écoles, l'agriculture, Internet gratuit pour tous, pourquoi pas? Nous sommes à une époque où le petit Gabonais a un téléphone portable, une tablette. Ces choses qui permettent même à des enfants de développer des génies parce qu'ils ont simplement accès à Internet. Au Gabon, on n'en est pas encore là. Il y a des infrastructures de base dont ce pays a besoin pour être dans la modernité, se situer dans la modernité. On n'en est pas encore là et on nous parle de nouvelles villes déjà, nouvel aéroport, des choses qui sont en elles-mêmes pas urgentes. Parce que le problème du Gabon, la raison pour laquelle on parle de compagnie aérienne, c'est parce qu'on n'a pas de route. La plupart des pays assurent la circulation des personnes et des biens en priorité par la route. Commençons par là, parce que la route est la solution à tous les problèmes. Elle est la solution aux problèmes d'agriculture, qui fait que les paysans n'arrivent pas à écouler facilement leurs marchandises, parce que les routes, ce sont des bourbiers. La route, elle résout les questions des déplacements. Elle est donc prioritaire. Mais ce n'est pas nécessairement non plus le projet primordial de la transition, parce que comme on l'a dit encore, la transition, c'est d'abord pour la réforme. Et cette réforme, on la cherche. On a du mal à entrevoir la vision par laquelle le Cetri et le général Oligui se projettent dans l'avenir du Gabon pour dire les éléments qu'on va établir aujourd'hui sont ceux qui vont permettre à ce pays, que nous soyons au pouvoir ou pas, de réellement avancer. Et donc, quand on se lance dans ces grands projets, se rend-on compte que ça peut potentiellement devenir du gaspillage. Ça veut dire qu'Oligui aura simplement dilapidé de l'argent à financer des études de projets que son successeur risque de jeter à la poubelle en fonction de ses propres priorités. Il ne peut pas imposer cette priorité idéologique ou en matière de projet de société à un autre leader. Quelqu'un viendrait dire, mais ça c'est du gaspillage d'argent, c'est pas la priorité, on met ça à la poubelle. Voilà pourquoi, en dehors des affaires courantes et des urgences comme l'eau, l'électricité, les inondations par-ci par-là, il n'est nullement du ressort d'un président de la transition de s'engager dans des projets grandiloquents, dépassant le cadre même du timing de la transition. Ce n'est pas là son mandat, ni le mandat décliné dans la charte de la transition. La charte de la transition parle de restauration des institutions, même si en réalité ce mot est mal utilisé. Le Gabon n'avait aucune institution à restaurer. Ça aurait dû être la recréation, la renaissance des institutions au Gabon. C'est-à-dire, en réalité, les Bongos ont géré le Gabon comme une basse-cour. Tout est quasiment à refaire à ce niveau-là. Au niveau de la philosophie politique, au niveau de la moralité politique. Mais passer son temps à s'engager dans des choses qui embrouillent, on touche à tout et à rien, on s'embrouille, au point qu'on se demande, est-ce qu'on sait au Gabon que poursuivre plusieurs lapins à la fois finit parfois par aboutir à l'idée qu'on n'en attrape aucun? La charte parle de restauration des institutions, pas de construction de fusées pour aller sur la planète Mars. En se dispersant dans de tels projets, et dans 1001 projets, ce que le général risque, c'est le même gaspillage de ressources qui a déjà tué le Gabon sous les Bongos. On voit déjà se profiler les mêmes schèmes de gouvernance que sous les Bongos,
avec ce qu'on voit aujourd'hui avec le général Oligui. Et nous savons comment ces chaînes de gouvernance ont terminé. Nous savons comment cela s'est terminé. 56 ans de gaspillage, de surplace, de grincement de dents pour notre pays. J'y reviendrai tout à l'heure. Que l'on me permette d'abord, ici et maintenant, de commencer par lever certains équivoques. Équivoques importants à clarifier, au cas où certains d'entre vous se demanderaient pourquoi, après avoir accueilli favorablement le coup d'État le 30 août dernier, nous n'accordons aujourd'hui, au BDP en tout cas, aucun crédit. Je dis bien aucun crédit à l'action menée par le général Oligui dans le cadre de la période de transition politique actuellement en cours au Gabon. C'est terrible de le dire, hein, parce que moi qui suis quelqu'un qui regarde la profondeur des choses, ça me fait mal d'être obligé déjà, quelques mois seulement après le début de la transition, de dire que nous, au mouvement Bongo doit partir, nous n'accordons plus aucun crédit à l'action menée par le général Oligui dans le cadre de la transition actuelle. C'est terrible. Mais il nous faut lever certains équivoques. Et voilà pourquoi nous répondrons aussi à ceux qui, ici et là, se demandent pourquoi il n'y a pas eu rencontre entre le professeur Daniel Mengara et le général Oligui lors de son séjour à New York le 19 décembre. Pour ceux qui ne le savent pas, là, je vais vous révéler les dessous de la politique pour que vous vous fassiez vous-même vos opinions. Parce que, évidemment, vous ne savez pas nécessairement ce qui se passe derrière les rideaux et on peut aller par supputation. Mais aujourd'hui, j'ai tenu vraiment à clarifier les efforts que nous, en tant que mouvement, avons faits à l'endroit du CETRI et du général Oligui. Vous verrez donc que les archives du CETRI vous montreront que le BDP fut probablement, je dis probablement parce que je ne peux pas en être sûr, mais nous fûmes probablement l'un des tout premiers mouvements politiques gabonais à non seulement saluer immédiatement le coup d'État, mais aussi à le célébrer. Et non seulement cela, nous avons probablement été aussi le tout premier ou l'un des tout premiers à rédiger, le 30 août même, alors que le coup d'État n'avait même pas encore duré plus de 12-20 heures, hein, une lettre de félicitations au CETRI et au général Oligui, lettre par laquelle nous saluions la chute des Bongo Ndimba et nous nous disions également prêts à accompagner le processus de réforme en vue du Gabon nouveau, attendu par les Gabonais. Ce courrier fut déposé le 31 août à la présidence même de la République, alors que tout était encore incertain, par notre représentant au Gabon. Et nous avons évidemment la preuve de ça, puisque nous avons un cachet qui en fait foi, une sorte d'accusé de réception, accolé à notre lettre, telle qu'elle avait été photographiée par notre représentant au moment du dépôt, montrant ainsi que nous étions ouverts à l'idée que notre pays avait enfin la chance, une fois débarrassé des Bongos, de s'imaginer un avenir nouveau. Mais vous serez étonné que nous ne reçûmes aucune réponse à cette première lettre. Aucune. Mais les archives du CETRI, j'en suis convaincu, contiennent cette lettre parce qu'elle fut forcément soit la première, soit l'une des premières. Nous avons été tout de suite, instinctivement, portés à célébrer ce coup d'État parce que nous le voyions comme quelque chose qui entrait fondamentalement dans les positions idéologiques du mouvement Bongo doit partir. Le coup d'État faisait partie des choses qui étaient mathématiquement prévisibles pour le Gabon. Et une fois qu'on a vu ce coup d'État se passer, eh ben, nous ne pouvions que féliciter ceux qui en étaient les auteurs.
Mais par la suite, le 18 septembre, nous demandâmes par une autre lettre une audience au général Oligui que nous lui fîmes parvenir par 2 canaux séparés. D'abord par le biais de nos représentants au Gabon, qui ont personnellement déposé cette lettre de demande d'audience à la présidence de la République. Et nous en avons aussi la preuve, et le cachet faisant foi, évidemment. Et par la suite, nous avons encore fait acheminer la même lettre par d'autres canaux, des canaux privés, de la part de gens qui avaient accès aux plus hautes autorités à la présidence de la République, et qui nous avaient assuré que la lettre avait été reçue aussi par ce canal. Le but de la demande d'audience ne fut pas comme on le voit aujourd'hui, hein, les gens cherchent à se faire, à se faire entendre parce qu'on cherche des postes. Pour nous, au BDP, nous ne faisons pas les choses de cette manière. Le but était spécifiquement formulé comme découlant de notre désir de proposer au général notre modèle de réforme, surtout s'agissant de la question de l'Assemblée constituante. Nous voulions lui proposer notre modèle d'Assemblée constituante. Assemblée constituante qui fut véritablement une émanation du peuple. Et je comptais me rendre au Gabon pour cette audience à mes propres frais, et pas à ceux du Gabon ou du général Oligui. Parce que pour nous, le moment était tellement indiqué pour que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice, mais que de l'autre côté, il y ait de la bonne volonté. Notre modèle d'assemblée constituante intronise le peuple, fait du peuple l'élément central de la reformulation de sa destinée. Et cela commence par la Constitution, comme on l'avait fait en 90. Et il était important que je cherche à dire au général, en personne, que mon général, monsieur le président de la transition, monsieur le chef de l'État, voilà, à notre avis, la manière dont vous pourriez redonner confiance au peuple gabonais en l'engageant, comme Omar Bongo le fit en 90, à des discussions fondamentales sur sa propre destinée, mais en lui permettant également de rédiger sa propre constitution librement, comme elle entend, et de manière souveraine. Mais là encore, vous serez étonné que nous n'eûmes aucune réponse. Aucune. Vous verrez déjà que c'est là l'un des premiers manquements du régime Oligui, parce que, en dehors des éléments politiques, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement d'une administration publique. Une administration publique doit être en mesure de répondre aux lettres des citoyens. Je vois ici aux États-Unis, hein, quelle que soit l'administration à laquelle vous écrivez, que votre requête ait une suite favorable ou non, vous avez toujours, je dis bien toujours, une réponse. Il n'y a pas d'administration publique aux États-Unis où vous écririez une lettre et personne ne vous répondrait. Et c'est en fait là le premier signe, hein, qui témoigne de la compétence d'un gouvernement, sa capacité à s'organiser pour répondre aux préoccupations des citoyens. Qu'on y accède ou pas n'est pas important. L'important, c'est de montrer que vous êtes au travail et vous répondez aux gens que vous êtes censés gouverner et qui vous donnent en réalité l'assentiment par lequel vous gouvernez. C'est aussi simple que ça. C'est une question de respect. Mais tenez-vous bien, au moment où nous apprîmes, et là encore, c'est un autre événement, hein, au moment où nous apprîmes, à la toute dernière minute, la venue du général Oligui aux États-Unis. L'annonce de sa venue avait été faite au reste des Gabonais des États-Unis au dernier moment. Il y en a parmi nous qui ne savions rien de ça. Mais nous avons malgré tout, immédiatement, le même 17 décembre, hein, où nous avons eu vent de la venue du général Oligui, nous avons immédiatement, le 17 décembre, envoyé à M. Noel Nelson Mason, ambassadeur du Gabon aux États-Unis, une lettre de demande d'audience auprès du général Oligui. Parce que nous nous disions, bon, comme il vient aux États-Unis, pourquoi pas? Peut-être qu'il se souviendra que
le 18 septembre déjà, nous avions envoyé une lettre de demande d'audience qui est restée sans réponse. Et que peut-être cette fois, il se souviendra que, voilà, au moins si je suis aux États-Unis, on va pouvoir se rencontrer pour parler de cette proposition d'Assemblée constituante. À nous, monsieur l'ambassadeur, Mason avait laissé entendre que l'emploi du temps du général était tellement chargé qu'il n'y avait pas de temps pour des audiences. Il nous assurait néanmoins qu'il transmettrait notre requête au protocole d'État pour la forme, puisqu'il n'y avait pas de temps. Et il nous assurait aussi qu'il y aurait forcément d'autres occasions de rencontrer le général à l'avenir. Une manière donc de nous dire que pour cette fois-ci, il n'y avait pas le temps, ce n'était pas possible. Nous fûmes surpris par la suite, malgré tout, d'apprendre que la visite du général avait été, pendant des semaines, un secret bien gardé auprès de ceux que son équipe avait jugé dignes de rencontrer le général Oligui, dans le cadre d'audiences privées que nous avons été surpris de voir qu'il y avait quand même, malgré tout, quelques audiences. Ça veut donc dire qu'eux, ils ont choisi entre eux qui avait le droit ou qui pouvait rencontrer le général Oligui. Nous, du BDP, certainement, on ne nous a pas accordé la même valeur. Nous l'acceptons. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes difficiles. Nous l'acceptons. Mais il nous apparaît néanmoins plutôt assez clairement aujourd'hui qu'une telle rencontre n'a jamais été dans les plans du général Oligui, vu qu'aucune des 3 lettres envoyées depuis le 30 août 2023 au général n'a eu aucune suite, et encore moins de réponse officielle, dans un sens comme dans l'autre. Mais comme le disent les Français, à quelque chose malheur est bon. Au vu du fait que les échos qui nous parviennent de New York font état du fait que le général Oligui, chers compatriotes, le général Oligui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, comme les Bongo avant lui, aurait procédé à des distributions humiliantes d'argent aux Gabonais des États-Unis qui sont allés l'écouter. Au vu du fait qu'il y a eu cette distribution d'argent, nous sommes aujourd'hui plutôt contents de n'avoir mis aucun pied à New York pendant son séjour. Imaginez-vous un seul instant que moi, Daniel Mengara, me sois retrouvé à New York au moment où l'on distribuait 200 $, 300 $ aux Gabonais comme à des petits mendiants. Mais quelle humiliation! Certains diront que c'est peut-être Dieu qui m'a sauvé de cette humiliation en réalité, parce que Mengara, le Mengara que je suis, je n'aime jamais me retrouver dans des situations humiliantes où on humilie les Gabonais. Est-ce que quand un président de la République vient dans un pays étranger, son rôle est de pratiquer l'aumône? Les Gabonais qui sont ici, même si j'ai entendu que le général critiquait ceux-là qui faisaient l'effort d'avoir 2 ou 3 boulots, mais 2 ou 3 boulots montrent que quelqu'un est persévérant, a, on va dire, de la motivation, est responsable, n'est pas paresseux. On doit plutôt saluer cela. Mais lui, il est critiqué comme des animaux qui vivraient. Mais chez nous, aux États-Unis, c'est cela le capitalisme. Mais ces gens se nourrissent. Ils n'attendaient pas les 200 € du général pour quand même nourrir leur famille. Moi, je trouve ça humiliant. Je trouve ça extrêmement humiliant qu'un président se déplace et au lieu de parler de sa vision politique aux Gabonais, il les considère comme des petits chiens. Voilà, 200 €, 200 €. Et des gens acceptent cette humiliation. Moi, Daniel Mengara, voilà pourquoi vous voyez quand les gens disent « Oh, Mengara ne veut travailler avec personne, Mengara… » Parce que je n'aime pas me mêler des choses sales, des choses qui rabaissent, qui vous enlèvent votre dignité. Ça m'écoeure. Et je reste toujours loin de ce type. Et je suppose que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été contacté. Parce que ceux qui ont organisé cette mascarade, ces humiliations, cette distribution de l'argent à des gens qu'on transforme comme ça en mendiants, sans respect. Des pères de famille, des mères de famille. Ces gens-là savaient peut-être que Mengara
n'accepterait jamais d'être dans des contextes où on fait des choses comme ça. Et je les en remercie, en fait. Mais je dirais que c'est peut-être Dieu, hein, certains diront, comme je l'ai dit, que c'est Dieu qui m'a sauvé de cette humiliation. Mais par ailleurs, au vu des réalités d'aujourd'hui, je vous avouerai, mes chers compatriotes, je vous avouerai que j'aurais le plus grand mal à essayer de nouveau de rencontrer le général Oligui, ou même à accepter une invitation à le rencontrer. Cela demandera peut-être un effort de mon équipe qui me dira non, professeur, allez-y. Parce que personnellement, j'aurais du mal à accepter aujourd'hui. J'en suis aujourd'hui vis-à-vis du général Oligui comme je l'étais vis-à-vis d'Omar Bongo et d'Ali Bongo. Tout simplement parce que je vois déjà tellement de schèmes bongoïstes en la manière de gérer cette transition. La manière dont le général gère cette transition. Et j'ai envie de dire que, au vu de cela, je sais déjà le général en situation d'échec irrémédiable. Je suis désolé de le dire, hein. Je sais déjà le général en situation d'échec irrémédiable. Le général Oligui s'est enfoncé dans tellement de comportements et d'actes qui nous font dire aujourd'hui au BDP qu'il a non seulement déjà échoué, mais aussi est devenu prisonnier du monstre. Je dis bien du monstre qu'il a lui-même créé. Au point que cela demanderait un effort monumental, presque impossible, pour redresser la barre. Et pour qu'une telle barre puisse être redressée, il lui faudrait quasiment recommencer à zéro. Cela demanderait presque la dissolution du Parlement, des nommés actuels, la reformulation de tout. Un courage. Cela demanderait un courage, à mon avis, que le général Oligui n'a pas. Il n'a pas un tel courage. Cela demanderait un homme de grand courage pour le faire, en vue de faire le chaos que nous remarquons actuellement au Gabon, le chaos auquel nous assistons actuellement au Gabon. Pour ma part, si j'aurais pu hypothétiquement être convaincu de rentrer dans un gouvernement Oligui au début de la transition, et ce, au moment où nous ignorions encore tout de l'homme, il serait absolument difficile de m'en convaincre aujourd'hui. Je prends exemple sur Omar Bongo, qui par 6 fois essaya de me rencontrer et par 6 fois me vit refuser cette rencontre. Je prends également exemple sur Ali Bongo, qui par 2 fois essaya lui aussi de me rencontrer et me vit également refuser cette rencontre. Mon refus n'était pas une question de fierté personnelle ou d'arrogance, non, loin de là. Je suis quand même, on va dire, un homme d'État, même si je ne me définis pas comme un homme politique, je parle de politique. Je ne suis pas un politicien, je suis avant tout un intellectuel qui réfléchit aux problématiques auxquelles son pays fait face, et j'offre tout simplement ma vision, ma manière de concevoir de la chose politique et publique à ceux qui veulent écouter. Mais mon refus signifiait simplement que les Bongos, comme Oligui aujourd'hui, croient que gouverner un pays, c'est corrompre ses élites avec des mallettes d'argent et des postes. Il se trouve qu'il y a quand même encore au Gabon des gens comme moi qui ne voient un poste politique que par le prisme du travail que l'on peut accomplir à ce poste-là. Et dans un sens où l'on serait capable de laisser son nom dans l'histoire de son pays, comme celui de quelqu'un qui a accompli quelque chose de grandiose pour son pays, qui a marqué positivement des vies pour des décennies. Sous les régimes des Bongos comme celui de Oligui aujourd'hui, c'est la bombance et la mangeoire qui sont importants, rien d'autre. On mange, on boit, on mange, on danse. L'ambiance. La gouvernance, c'est l'ambiance. On nomme des gens par copinage et jamais sur la base du travail à accomplir pour le pays. Des gens comme moi ne peuvent aucunement fonctionner dans un tel système.
Et comme il ne sert absolument à rien d'être ministre dans un système qui confond les slogans politiques avec la gouvernance, on ne peut qu'y faire du surplace et devenir soi-même un mangeur. Les seuls postes où l'on est capable d'insuffler une action durable au Gabon sont le poste de Premier ministre et celui de président de la République, selon le contexte actuel. Ce sont les seuls. Mais même en tant que Premier ministre, un hyper-président comme Ali Bongo ou Oligui Nguema ne peut jamais vous laisser travailler correctement. Et sans liberté totale pour faire son travail, un Premier ministre au Gabon devient un simple béni-oui-oui, un mangeur de la mangeoire, c'est tout. Or moi, je ne saurais me résoudre à devenir un béni-oui-oui mangeur de la mangeoire. Ma personnalité me l'interdit. C'est dire qu'il n'y a aucun poste au Gabon aujourd'hui, en dehors de celui de Premier ministre, en dehors de celui de Premier ministre, qui pourrait m'intéresser. Pas pour le poste, mais pour les pouvoirs d'action qu'il vous donne, la latitude d'action qu'il vous donne. Mais cela demanderait que des présidents comme Oligui vous laissent jouir de toutes vos prérogatives de Premier ministre en matière de gouvernance. Ce qui est impossible sous des présidents qui pensent qu'ils sont des rois et peuvent agir en marge des dictats de la loi et de la moralité. C'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi le Premier ministre Ndong est quasiment invisible. Il n'existe pas. Il n'existe là que pour apposer ses signatures sur les arbitraires qui sont commandités depuis la présidence de la République. Mais il n'a pas les prérogatives pleines qu'on devrait donner à un Premier ministre pour qu'il se sente libre de gouverner dans le système politique gabonais tel qu'il existait jusqu'à présent. Le Premier ministre était supposé être le chef du gouvernement, c'est-à-dire que c'est lui qui gère au quotidien les affaires de la République. C'est donc en réalité lui le vrai bosseur, le vrai travailleur, le vrai impulseur d'action, celui qui met en musique la vision que pourrait avoir un chef d'État. Il a donc besoin d'avoir les coudées franches, mais aujourd'hui, il est invisible. Tout se passe au niveau de la présidence. Tout se passe au niveau de la présidence. Mais enfin, c'est vous dire à quel point je ne donne plus aucune chance de réussite quelconque au régime d'Oligui aujourd'hui. J'en suis désolé. J'espère que je n'offusque pas certains d'entre vous, mais c'est la réalité. Il a déjà échoué. Et c'est à cela que je veux en venir, mes chers compatriotes. Je veux y en venir parce que on ne dirige pas un pays avec des slogans. Diriger avec des slogans, c'est dire par exemple qu'on a bitumé 423 ou 413 km de route en seulement 4 mois, sans dire quel tronçon on a bitumé pour que les Gabonais aillent vérifier. C'est ça le bilan qu'on doit faire. Si on dit j'ai fait 413 km, on dit tel tronçon, tel tronçon, tel tronçon. Les Gabonais, ceux qui sont curieux, peuvent aller voir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne l'affirme pas comme ça, sans donner de détails. Où est-ce qu'on trouve cette information? Où est-ce qu'on vérifie que c'est vrai? Diriger avec des slogans, c'est quand on dit qu'on a remboursé toute la dette du Gabon en 4 mois et que bizarrement, son ministre de la Communication et son ministre de l'Enseignement de l'Éducation nationale, ils viennent à la télé pour dire oh, on ne peut plus donner les bourses à tous les enfants qui ont la moyenne de 10 sur 20 parce que le Gabon est en crise financière et on a des arriérés de dettes qui rendent le paiement de ces bourses impossible. Ah bon? Mais vous venez de nous dire que vous aviez remboursé toutes les dettes, qu'il n'y a plus d'arriérés. D'où vient donc la difficulté de payer de simples bourses aux élèves? Cela veut donc dire qu'on a menti aux Gabonais. C'est grave. Et en quoi finalement une telle gouvernance, faite finalement de mensonges et d'enfumage, est-elle différente de celle qu'on a connue sous les Bongos? Qu'est-ce qui a justifié le coup d'État si ce qu'on a finalement comme résultat, c'est la même chose, les méthodes bilébégées, les mêmes mensonges, les mêmes enfumages? Je trouve ça indécent. Chers compatriotes, au moment de sa prise de pouvoir, le CETRI avait promulgué
une charte dans laquelle il annonçait une gouvernance vertueuse. J'ai envie que vous vous rappeliez cette charte ou que vous la relisiez, la charte du 4 septembre 2023. Le CETRI annonçait une gouvernance vertueuse. Mais qu'y a-t-il de vertueux à voir le général Oligui dilapider l'argent du Gabon dans un contexte aussi humiliant que celui que j'ai décrit, aux États-Unis, où on déplace des pères et des mères de famille, non pas pour leur présenter une vision sérieuse pour l'avenir du Gabon, mais bien au contraire pour reproduire exactement les mêmes tares politiques que celles que nous décrions tous sous Omar Bongo. Est-ce que c'est 200 $ qui font vivre les Gabonais des États-Unis? Est-ce qu'on voit des chefs d'État comme Macron, Biden, quand ils vont à l'étranger, distribuer à leurs compatriotes expatriés de l'argent, des sacs d'argent? On ne peut pas affirmer vouloir moraliser la vue publique et se livrer à des actes comme cela qui animalisent un peu plus les Gabonais. Moi, j'appelle ça un acte d'animalisation. C'est du non-respect. C'est un manque de respect fondamental. Et donc inacceptable pour des gens qui disent « on a fait un coup d'État pour changer ces comportements ». Est-ce que le général Oligui sait au moins que quand on distribue de l'argent comme ça, c'est de la dilapidation? Pour nous, au mouvement Bongo doit partir, cette distribution d'argent, cette dilapidation des ressources du Gabon, qui nous rappelle la gouvernance catastrophique sous les Bongos, a été véritablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous étions encore en train de donner quelques bémols par-ci, par-là, en disant, bon, écoutez, mais cet acte-là de distribution de l'argent de notre pays à des Gabonais de la diaspora, sous forme d'humiliation, c'est-à-dire quelque chose qui nous montre exactement ce que nous reprochions à Omar Bongo. Dès qu'on a vu ça, pour nous, ça a été le surplus, la goutte qui a fait déborder le vase de notre patience, de notre tentative de comprendre, d'excuser. Et donc, en seulement 4 mois, le général Oligui a commis tellement d'actes, j'ai presque envie de dire néfastes pour le Gabon, pour l'esprit de la réforme, de la remoralisation de l'espace public. Des actes néfastes que nous ne voyons plus, tellement d'actes de cette nature que nous ne voyons plus aujourd'hui. La différence entre lui et Omar Bongo ou entre lui et Ali Bongo, ce sont les mêmes méthodes. Entre le fait qu'il se soit entouré d'anciens pédégistes et de tous les coulmongeurs et capistes de la République qui ont tous contribué à tuer le Gabon sous les Bongos, il y a aussi le fait de s'engager lui-même personnellement dans des actes qui montrent que demain, s'il devient officiellement président du Gabon après la transition, il fera exactement la même chose que les Bongos, c'est-à-dire violer la loi, violer la Constitution, voler les élections. C'est terrible. C'est terrible pour le Gabon. Ce coup d'État représentait tellement d'espoir pour nous tous. C'est terrible pour le peuple gabonais qui a cru que ce coup d'État serait le coup d'État de la dignité retrouvée pour l'ensemble de nos peuples. C'est désolant. Malheureusement, au vu du bilan de 4 mois du général Oligui, nous, au mouvement Bongo doit partir, voyons déjà se dessiner sous Oligui les mêmes schèmes de gouvernance, les mêmes tares qui ont fait l'échec des Bongo pendant 56 ans et qui nous ont fait affirmer au moment de la création de notre mouvement en 1998 que rien de bon ne pourra plus arriver au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Et c'est parce que je me suis toujours opposé au type de pratiques moyenâgeuses par lesquelles on a toujours cru au Gabon que gouverner c'est corrompre et que l'achat des consciences est la seule manière de se faire accepter, de se faire respecter, de se faire élire, que j'ai toujours refusé finalement, moi, d'approcher les régimes maléfiques que Bongo père et fils avaient construits dans notre pays. Et aujourd'hui, je me vois en train de
remercier finalement Dieu d'avoir fait qu'Oligui non seulement n'accède aucunement à nos demandes d'audience, mais aussi ne nous ait pas approchés pour un poste politique. Imaginez un seul instant qu'Oligui m'ait nommé ministre dans son gouvernement. Je vous le dis en toute sincérité. Imaginez un seul instant qu'Oligui m'ait nommé ministre dans son gouvernement. Me connaissant comme je me connais, je n'aurais pas fait un mois dans ce gouvernement, que j'aurais déjà démissionné, car mon amour pour mon pays, pour le Gabon, pour les questions de gouvernance, pour les questions de probité morale, pour les questions de légitimité institutionnelle, m'aurait empêché de continuer à servir dans un gouvernement où le président, qui est censé garantir la bonne marche des institutions, serait le premier à violer la charte de gouvernance transitionnelle que lui-même a promulguée avec ses collègues du CETRI. Cela m'est totalement insupportable. Ministre du gouvernement, ce jour-là, le 6 octobre, je crois, 2023, j'aurais démissionné. J'aurais démissionné. Parce que quand on voit le président lui-même aller signer un papier qui lui octroie le titre de président de la République, en toute illégalité, je vous assure que ça fait disjoncter des hommes et des femmes comme moi qui travaillent la politique sur la base de principes, de la moralisation de l'espace public. C'est impardonnable, j'ai envie de dire. Voilà pourquoi je vous invite, dans le temps qui m'est imparti, à analyser ensemble le discours de vœux au peuple du Gabon par lequel le général Oligui faisait le bilan de son action depuis la prise de pouvoir par le CETRI au petit matin du 30 août 2023. Et voyons ce qu'il en est réellement. Le président Oligui, chef de l'État, président de la transition, chef de l'État, président Oligui Nguema, dit dans son discours de Nouvel An vouloir protéger la nation contre la dictature et la corruption. Et pour cela, il déclare vouloir commencer avec la restauration des institutions. Et pour ce faire, dit-il, deux choses sont essentielles à ses yeux, à savoir le dialogue national qui sera convoqué dans les prochains mois et la nouvelle constitution qui sera élaborée par la constituante et adoptée par voie référendaire. Sauf que, à l'analyse, et surtout avec le recul, tout cela sonne désormais très faux, et j'ai envie de dire très peu crédible. Comme Omar Bongo avant lui, le général Oligui est en train de mettre en place un régime qui fait de la dictature et de la corruption ses principaux outils de gouvernance. Je suis désolé de le dire. Il y a ainsi dans la gouvernance du général Oligui ce qui apparaît de plus en plus comme de la duplicité politique et surtout comme un certain manque de crédibilité quant à la parole donnée. Le président Oligui semble aller de renoncement en renoncement, montrant ainsi que sa parole n'a en fait aucune valeur, car il peut promettre quelque chose aujourd'hui et le lendemain dire qu'il n'a jamais promis cela. Regardez vous-même ce qui se passe dans le pays en ce moment. Un jour, le général Oligui promulgue avec le CETRI une charte le 4 septembre qui promet le retour de la moralité dans la vie publique et l'assainissement des dépenses publiques. Mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? Juste un mois après, le 6 octobre, il change illégalement la charte pour s'octroyer illégalement le titre de président de la République et ajouter 48 députés et sénateurs de plus, donc 48 salaires de députés et sénateurs de plus aux 120 que le CETRI avait initialement jugé suffisant pour accompagner la transition. Voilà pourquoi j'ai tendance, dans mes interventions, à faire le distinguo entre le CETRI et le général Oligui. Il me semble qu'à l'origine, quand vous regardez les signataires de la charte du 4 septembre, cette charte-là comporte la signature des généraux, chefs de corps armés, qui ont signé la charte initiale qui contenait en elle tous les grands éléments visant à élever les questions de la nation au travers de la pratique, d'une nouvelle forme de pratique de la moralité publique.
Ça veut dire que l'intention était bonne à l'origine, mais le général Oligui est allé trouver les hommes et les femmes qu'il a nommés pour modifier la charte hors des injonctions de la charte elle-même de manière illégale, pour non seulement rajouter les 48 députés et sénateurs de plus, mais aussi s'octroyer ce fameux titre, comme si c'était une sorte d'échange entre lui et les complices qu'il avait nommés au directoire du Parlement. Je trouve ça terrible. Mais nous voyons quand même que le CETRI avait initialement jugé suffisant les 120 députés initiaux qui avaient été prévus, tout simplement. Peut-être pour des questions justement d'assainissement des dépenses publiques, mais aussi peut-être pour dire, pour un petit pays comme nous, on veut aller où avec plus que ça? Le Gabon pourrait être géré avec 60 membres au Parlement. On n'a même pas besoin du Sénat. Et c'est cela qui gêne. C'est cela qui gêne. Mais au passage, les exigences de moralité publique qui avaient été initialement consignées à l'article 39 de la Charte, un peu comme l'obligation qui était faite aux différents nommés, aux membres des organes de la transition, de faire une déclaration de biens et de fortune. Toutes ces obligations-là sont aujourd'hui restées en réalité lettres mortes. Lettres mortes. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Si le CETRI a eu cette vision de départ, pourquoi la défaire? Pourquoi revenir à des situations où on nullifie pratiquement ces bonnes idées qui allaient redonner confiance au peuple gabonais? Donc, la fameuse obligation de déclaration de biens et de fortune, si vous regardez bien aujourd'hui, les Gabonais cherchent toujours aujourd'hui le journal officiel où ont été publiées les fortunes tant du président de la transition que des membres des organes de la transition. Même le président vous dit, ouais, je renonce à mon salaire de président de la République. Mais il ne vous a jamais dit, c'était quoi le montant de ce salaire? À quoi est-ce qu'il a été affecté? Rien. C'est juste une gestion par slogan. Slogan. Donc, mes chers compatriotes, en seulement 4 mois, le général Oligui a en fait démontré qu'il n'était pas homme à tenir parole, qu'il était lui-même disposé à violer la loi et à s'engager dans les mêmes pratiques de corruption politique que nous avions décriées sous le régime des Bongo Ndimba. Il s'est mis à nommer à tout va toute la classe politique, toute la classe associative, syndicale, dans un processus que nous, on appelle au BDP un processus de grand avalage, n'ayant aucun autre but logique, puisqu'il n'y a pas un but de gouvernance dans cette manière cacophonique de nommer à tout va, sans logique gouvernementale. Mais la logique semble être tout simplement de faire taire, par des nominations politiques fantaisistes, tous ceux qui auraient pu contredire publiquement son action. Au passage, c'est la vigueur même de la démocratie gabonaise qui en pâtit. Et en déclarant à OIM que seul le CETRI avait le droit d'exister comme structure politique, le général exprimait non seulement son désir de bâillonner l'expression politique des Gabonais, mais aussi une tendance autoritariste, par laquelle il instaurait petit à petit au Gabon le parti unique et donc même la pensée unique. Et lors de son voyage aux États-Unis, il a dilapidé l'argent du Gabon. Ce n'est pas pour nous rassurer sur sa capacité à assainir les dépenses publiques. Mais nous savons que cela a été fait à des fins de corruption politique. Tout ce que nous ne voulions plus voir après la chute des Bongo Ondimba. Et moi, je me pose d'ailleurs la question, les millions qu'il a dépensés auprès de la diaspora américaine, est-ce que ces millions n'auraient pas été mieux utilisés dans des projets diasporiques plus porteurs, par exemple comme la constitution d'une caisse, une caisse de crise, qui serait gérée par l'ambassade et qui servirait à soulager des crises graves qui pourraient frapper les Gabonais, comme les décès et les rapatriements de corps au Gabon. Ça, ce sont des dépenses un peu difficiles qui peuvent attendre les Gabonais quand les membres de leur famille meurent aux États-Unis. Avoir un fonds géré par l'ambassade qui serait renfloué chaque année serait un meilleur usage de l'argent qu'on donne à la diaspora. Parce que là, ça profiterait à tout le monde. Si quelqu'un perd un parent, il n'a pas les moyens
l'ambassade se mobilise avec ce fonds et on rapatrie le corps ou on aide la personne à enterrer son parent. Voilà quelques éléments qui seraient, à mon avis, utiles pour la diaspora. Mais distribuer 200 $ comme ça, comme à des mendiants, ça ne mène strictement à rien. Ça amène à une somme zéro. Parce que ça ne profite en fait à personne, en réalité. 200 $, vous sortez là dans un restaurant avec votre famille, vous avez tout fini en un repas. Mais ce n'est pas tout. Le général Oligui fait annoncer, par exemple, dans le communiqué numéro 026 du CETRI, publié le 13 novembre 2023, il fait annoncer le chronogramme de la transition, sauf que cette annonce est un jeu de dupes. Car à y bien regarder, la forme de dialogue national proposée semble être celle d'un simple cadre d'expression de grief, un forum où tout le monde, parmi ceux à qui l'on donnera la parole, pourra venir éventer ses frustrations et après c'est tout. Donc, d'un côté, on vous promet un vrai dialogue des forces vives de la nation, mais de l'autre, on galvaude tout ce capital politique en allant inventer une formule d'assemblée constituante qui prive en fait ce même peuple qu'on va rassembler du droit de rédiger lui-même sa propre constitution, comme en 1990. Parce que ce rôle est réservé en fait, et on nous le dit plus tard, est réservé en fait à l'Assemblée qu'Oligui avait nommée. Et donc, en nommant cette pléthore de députés et en les contenant dans ce panier de crabes, l'idée était de les emprisonner et de les réserver par la suite pour aller presque prendre les conclusions du dialogue national et aller les galvauder, puisque c'est eux qui auraient, à huis clos, le droit de changer, de rédiger la Constitution. Or, c'est le même groupe qui a aidé Oligui à violer la Constitution. Ils ont signé ensemble le viol de l'article 58 pour donner à Oligui le titre de président de la République. Et en échange, Oligui leur donnait 48 postes de députés et sénateurs de plus. Ça, c'est ce qu'on combat. C'est ce qu'on a combattu sur les Bongos. On ne peut pas l'accepter sous Oligui simplement parce qu'il y aurait eu un coup d'État. Non. Si nous voulons d'un Gabon nouveau, nous devons commencer à moraliser la vie politique par les comportements de nos leaders. Même quand on n'a pas encore la nouvelle constitution, cela n'empêche pas un leader de fonctionner selon les principes de moralité publique qu'on n'a pas besoin de vous enseigner, mais que vous pouvez vivre et symboliser parce que vous êtes, au départ, un homme moral. Donc, on promet un dialogue national à la nation, mais on réserve en réalité le droit de modifier tout ce qui aura été discuté dans cette assemblée de nommer qu'on va transformer en assemblée constituante, une manière finalement de dérouter totalement le potentiel ou le consensus national que l'on aura dégagé lors de ces assises nationales. Le style d'Oligui semble donc être de donner d'une main et puis par la suite de reprendre de l'autre. Cela déroute, cela crée la confusion et ce n'est pas une manière efficace de gouverner. La question qu'on peut se poser ici, d'ailleurs, est la suivante. Pourquoi, en réalité, tout ce mal à corrompre, à dilapider l'argent du Gabon dans une entreprise de corruption politique excessivement massive? Pourquoi Oligui s'évertue-t-il à limiter l'expression politique au Gabon? Qui a empêché Oligui d'être candidat? Il me semble que il fait tellement les choses à sa manière que, qu'on le veuille ou pas, s'il veut être candidat, il le sera. Il ne regarde pas les questions de droit, puisque la charte lui interdirait normalement, lui aussi, de se présenter. Mais lui, il se comporte déjà en candidat. Mais qui a empêché Oligui d'être candidat? Tout ce que nous savons est qu'eux-mêmes, au CETRI, après le coup d'État, ils ont pondu une charte de la transition où ils ont commencé à exiger des Gabonais, enfin plutôt des personnes occupant des postes de leadership au sein des organes de la transition, qui ne puissent pas être candidats aux élections présidentielles qui suivront la fin de la transition. Tout cela a été décidé par eux-mêmes, pas par les Gabonais. Sauf que dans la même charte,
nous avons été surpris de voir que le général Oligui n'a jamais voulu s'appliquer à lui-même les mêmes règles qu'il imposait aux autres. À tous les autres leaders qui occupent des postes de leadership dans la transition, il dit, oh, vous ne pouvez pas être candidat. Mais lui, qui occupe aussi un poste de leadership, en plus, qui sert de surcroît de ministre de la Défense, eh bien lui, il dit, non, ça ne s'applique pas à lui. Pour nous, cela traduit une approche dupliciteuse, une pratique dupliciteuse de la politique. Comme s'il avait peur de la concurrence des autres, ce qui n'a aucun sens. Je suis sûr que si Oligui faisait du bon travail et qu'il décidait de se présenter, peut-être que les Gabonais le voteraient malgré tout. Mais on n'a pas besoin de forcer ça, on n'a pas besoin de manipuler cela. Et si on est démocrate, on doit se plier aux mêmes règles que tout le monde. Il me semble que si Oligui veut être candidat, il est libre de le faire, mais être candidat ne veut pas dire qu'il ait le droit de nuire aux institutions existantes ou de tuer la démocratie juste parce qu'il veut être candidat. C'est ça qu'on appelle les prémices d'une dictature. Le général Oligui est en train de montrer qu'il est tout aussi capable de tricher pour gagner. Je dis bien qu'il est en train de montrer qu'il est tout aussi capable de tricher pour gagner, exactement comme le firent jadis les Bongondima. Voilà pourquoi nous nous étonnons d'autres contradictions comme celle qui a vu le général Oligui libérer des prisonniers politiques, des prisonniers, pas politiques nécessairement, mais des prisonniers aux moralités douteuses qui ont mis à mal le Gabon en complicité avec les Bongos, mais hésitaient bizarrement à libérer un jeune patriote comme le lieutenant Kelly Ondok. Ça, je n'ai pas compris. Quelle est la chose qui bloque? Pourquoi Kelly Ondok continue-t-il de rester en prison aujourd'hui dans un contexte où on a libéré des gens qui, eux, ont fait du mal à notre pays? Kelly est un patriote, il a essayé de faire exactement ce que le général Oligui a fait. Quelle est la différence ici? Pourquoi est-il, lui, maintenu en prison alors qu'on a libéré des malfrats? Les gens qui ont tué la République comme la Cruche et ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Chers compatriotes, les contradictions et les renoncements du général Oligui n'en finissent plus. Je suis désolé. Le général Oligui avait initialement annoncé, par exemple, le rétablissement des bourses au secondaire. Vous le savez tous. Et ça avait été annoncé de manière assez claire. Il n'y avait aucune condition. Il l'avait fait dans son discours d'intronisation du 4 septembre 2023. Il n'y avait aucune condition. L'idée était qu'il allait simplement donner la bourse, rétablir la bourse aux élèves du secondaire. Mais en seulement 4 mois, il a changé les règles de manière dupliciteuse. On a ainsi vu son ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, annoncer le jeudi 4 janvier 2024 que, maintenant, il y a des conditions. Il faut maintenant avoir une moyenne de 12 sur 20 au premier cycle et une moyenne de 11 sur 20 au deuxième cycle pour mériter la bourse. Mais enfin, mes chers compatriotes, c'est quoi cette bouillabaisse? Moi, je suis choqué. Il me semble ici, en fait, que tout le monde est hors sujet. Et je vais le dire sans embâche, tout le monde est hors sujet. Les gens qui défendent le régime d'Oligui veulent malicieusement déplacer le débat vers des questions d'excellence des étudiants, alors même que l'octroi de la bourse aux étudiants du secondaire n'a jamais en réalité été une question de mesurer l'excellence. J'ai envie qu'on le comprenne aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Parce que si j'avais à diriger le Gabon demain, voilà la philosophie politique que moi je pratiquerais. La question des bourses aux étudiants, que ça soit au Gabon ou ailleurs, je prendrai des pays comme les États-Unis et la France en exemple, n'a jamais été une question d'excellence, mais une question plutôt socio-économique. Ça veut dire que la bourse est un instrument qui vise primordialement, d'abord, en priorité, à aider les familles défavorisées et donc à garantir l'instruction même aux enfants les plus pauvres, même aux enfants les plus démunis, même aux enfants les plus défavorisés. Voilà le but régalien des bourses que l'État accorde aux enfants. Ce n'est pas une question de mesurer l'excellence. L'idée de 10 sur 20 était
une manière, on va presque dire, bon, de couper la poire en deux pour dire, OK, on va quand même dire que comme 10 sur 20 au Gabon est la note qui signifie le passage ou la réussite dans un cours ou dans le passage d'une classe à l'autre, eh bien, on va en faire la note qui détermine aussi l'obtention de la bourse. Mais nous sommes quand même dans un pays suffisamment riche qui aurait pu dire la bourse ne peut pas être une question de réussite scolaire, mais plutôt une question de statut socio-économique. Qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Et on détermine cela à partir de là. Alors, moi, j'aime souvent apprendre mon propre cas. Et je voudrais que les gens m'écoutent parce qu'à mon époque, si le Gabon n'avait pas eu ces petites bourses du secondaire, à mon époque, hein, je vous le dis, si le Gabon n'avait pas eu ces petites bourses du secondaire, jamais je n'aurais pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Jamais. J'étais fils de paysan. Mes parents n'avaient pas les moyens de me scolariser. D'abord parce qu'à cette époque, Minvoul n'avait pas de collège. Et beaucoup d'entre nous, quand on finissait le concours et tout, la sixième, ben, il fallait aller soit à Oyem, soit à Bitam. Ayant été accepté au collège Jésus-Marie de Bitam, je n'avais pas les moyens d'y survivre sans la bourse de 20 000 francs hein, qu'on nous donnait à l'époque, tous les 3 mois, sur la base d'une moyenne de 10 sur 20, chaque semestre. Ma mère, tout ce qu'elle faisait, c'est se tuer tout au long de l'année, l'été, pour vendre de l'arachide, du poisson fumé, en vue de rassembler les 40 000 d'écolages dont j'avais besoin pour payer mon inscription, au collège Jésus-Marie. Et avec ça, elle me donnait quelques bâtons de manioc et une boîte de pâte d'arachide. C'est avec ça que je me nourrissais pendant les premiers mois, enfin les premières semaines. Mais pour le reste, je me débrouillais pour survivre le reste de l'année. Où, à 12 ans, j'avais quitté mes parents, j'avais 12 ans quand je suis allé à Bitam. Je n'avais aucun moyen. Les 20 000 de bourses que j'obtenais, c'est ça qui faisait que comme, bon, j'arrivais à obtenir ma moyenne tous les 3 mois, ben j'obtenais les 20 000 de bourses. Et c'est ça que je donnais aux bonnes sœurs qui gardaient ma bourse et défalquaient de l'argent à chaque fois que j'allais prendre une boîte de sardines et un demi-bâton de manioc. Ça me permettait au moins d'avoir mon seul repas par jour. Je dis bien mon seul repas par jour dépendait à Bitam de ces 20 000 que je recevais. Sans ça, je n'aurais jamais pu aller à Bitam au collège Jésus-Marie, étudier et tenir toute l'année. Mais j'ai tenu dans la famine. Je n'avais que ça, donc je n'avais qu'un repas par jour et j'ai tenu malgré tout. Et à mon époque, il n'était point question d'excellence pour mériter la bourse comme on le dit aujourd'hui, mais il était en réalité question d'aide aux familles. À mon avis, c'est ça la philosophie de ces bourses-là. Or, aujourd'hui, on voit des gens nous dire que oh, maintenant, c'est l'excellence. On nous parle de manière très populiste d'excellence dans un pays qui n'a jamais préparé les enfants à l'excellence. Mais on ne gère pas un pays avec le populisme, bon sang. Quand on veut l'excellence, on met d'abord en place les conditions qui amènent à l'excellence. Cela prend du temps, mais il faut d'abord commencer par là. Raisonner de la manière qui dit que, oh, comme il y en a qui ont 12 sur 20 malgré tous les problèmes, alors forcément tout le monde peut avoir 12 sur 20, donc on va punir tout le monde avec une exigence qui n'a aucun sens. Eh bien pour moi, tout ça c'est une aberration, c'est une honte qui en dit long sur le degré d'inculture pédagogique de ceux qui défendent de telles thèses. Eux, ils mangent, ils ne voient pas que dans le Gabon d'aujourd'hui, il y a des enfants qui tirent encore le diable par la queue. Et qu'il y a d'autres conditions qui interviennent dans la réussite scolaire d'un enfant. Pour produire des enfants qui ont 12 sur 20, on ne le proclame pas en se levant du jour au lendemain pour dire « Allez, tout le monde, 12 sur 20 ». Non, si cela a un sens chez les militaires, d'obtenir des résultats par simple commandement ou par simple incantation, dans la gestion gouvernementale et les questions de gouvernance, on planifie et on commence par le commencement. C'est-à-dire que si on veut, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, commencer à exiger des conditions d'excellence, 12 sur 20, 13 sur 20, tout ce qu'on veut,
Mais on ne commence pas par déjà appliquer, on prépare les gens, on crée les conditions. De la même manière qu'on ne peut pas se lever un beau matin et commencer à exiger que des enfants à qui on n'a jamais enseigné l'hymne national se mettent tout d'un coup à le réciter comme des perroquets. De la même manière, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour exiger des enfants des moyens arbitraires, alors qu'on n'a pas commencé par résoudre les problèmes les plus fondamentaux qui minent l'éducation au Gabon depuis l'avènement des Bongo au pouvoir en 1967. On se doit de se poser d'abord les bonnes questions. Les Bongo, par exemple, ont-ils laissé aux Gabonais un système éducatif donnant à tous les enfants, je dis bien à tous les enfants, en ville comme au village, aux pauvres comme aux riches, les mêmes chances de réussite scolaire? Les Bongo, pendant 56 ans, ont-ils doté chaque école de toutes ces choses qui garantissent le succès à tous, telles par exemple de simples cantines scolaires pour garantir la nutrition de ceux qui, comme moi, n'avaient aucun moyen pour manger à midi à l'école? Les Bongo, pendant 56 ans, ont-ils doté les écoles de bibliothèques et de salles d'informatique? Les enfants gabonais sont-ils aujourd'hui capables de suivre des cours en ligne à distance? Par exemple, si une épidémie comme le Covid survenait de nouveau dans un contexte de confinement sanitaire, avons-nous la capacité d'éduquer nos enfants tous et de les doter d'instruments d'apprentissage qui ne soient pas à la charge des parents? Parce que c'est ce qui s'est passé ici aux États-Unis. On donnait à tous les enfants des instruments de la réussite. Et ce n'était pas donc un poids sur les parents. On doit se poser les bonnes questions, comme y a-t-il encore au Gabon aujourd'hui, par exemple, des enfants étudiants à même le sol, ou à la lampe à pétrole, ou allant s'asseoir comme nous on le faisait à l'époque, sous des lampadaires publics. On se battait à notre époque pour des lampadaires publics. On allait sous un poteau là qui avait l'éclairage, parce qu'on ne pouvait pas le faire à la maison, soit parce que la maison était surpeuplée, il n'y avait pas la tranquillité pour étudier. Et comme il n'y a pas de bibliothèque publique ou scolaire, eh bien on va dans la rue. Et tout jeune, on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, avec tous les risques que ça comportait d'enlèvement et tout le reste. Mais c'était comme ça que nous, on a vécu. Et je sais que les Gabonais, il y a encore des enfants gabonais qui vivent la même situation aujourd'hui. Y a-t-il encore des Gabonais, des enfants dans cette situation? Y a-t-il suffisamment de salles de classe ou d'enseignants pour enseigner tous nos enfants? Voyez-vous, ça, ce sont les questions fondamentales par lesquelles on commence. On ne commence pas par dire, oh, il faut avoir 12 sur 20. Non, on donne la bourse à tout le monde si on a les moyens, ou alors on continue à pratiquer la moyenne de 10 sur 20 pour mériter la bourse. Mais moi, je serais pour un budget qui dit, comme en France, aux États-Unis, l'éducation est obligatoire au Gabon. Donc, c'est à l'État de garantir que chaque Gabonais, qu'il soit au village ou en ville, a les moyens d'étudier. Et si la bourse fait partie de cette sorte d'allocation familiale indirecte qu'on donne aux parents pour aider pour telle ou telle chose, on doit le faire systématiquement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de performance, en réalité, c'est une question d'aide aux familles défavorisées. Alors, si on n'a pas commencé à répondre à toutes ces questions, alors il faut en conclure, comme d'habitude, que c'est par populisme qu'on met la charrue avant les bœufs. Le Gabon n'est pas encore en état de définir ou d'imposer des conditions d'excellence. La seule signification de la bourse pour le moment doit se limiter aux questions socio-économiques. Et pour cela, il suffit de voir que même dans des pays capitalistes comme les États-Unis, les aides de l'État vont exclusivement aux familles défavorisées. Ici, au moins, on a la statistique qui permet de savoir combien gagnent les parents. Les parents ne peuvent pas cacher puisque chaque année, ils doivent remplir une fiche d'impôt qu'on exige quand il faut déterminer qui mérite l'aide de l'État ou pas. Donc, les États-Unis ont beau être un pays capitaliste, il y a malgré tout des aides de l'État qui permettent à des enfants d'étudier. Dans le New Jersey, par exemple, personne ne paie ni livre ni ordinateur pour aller à l'école primaire ou secondaire. Tout est gratuit et il existe des cantines scolaires pour nourrir les enfants à midi et ainsi garantir que les plus pauvres ne vont pas mourir de faim à l'école. Car la faim, au cas où nos chantres là, de l'excellence l'oublieraient,
la faim peut réduire les chances de réussite des étudiants qui sont pauvres. Et à l'université, si un enfant prouve qu'il est pauvre et que ses parents sont pauvres, l'État aux États-Unis va financer. Au New Jersey, ici, c'est ce qui se passe. On finance les études jusqu'à la licence, quasi gratuitement. Et ce qui est étonnant, c'est un pays capitaliste, mais en réalité, dès qu'on prouve qu'on est pauvre, l'État peut financer jusqu'à la licence les études d'un étudiant dans les universités publiques. Alors, les seules conditions qu'on leur pose ici aux États-Unis sont des conditions de réussite, mais pas des conditions d'excellence. Et même quand on dit conditions de réussite, c'est juste dire, il faut, au bout de, si c'est un programme de 2 ans, il faut quand même avoir fini le programme au bout de 3 ans. On n'est pas strict parce qu'on a des accommodations en fonction des situations qui permettent de ne pas simplement couper parce que l'Amérique comprend que l'éducation est à la base de la force économique de ce pays-là. L'éducation, rien d'autre. On a des citoyens éduqués, on produit une société plus moderne, plus efficace, plus riche, en fin de compte. Alors, comment peut-on comprendre que nous soyons donc ici, dans des pays scolarisés, en fait, les États-Unis, par exemple, ce sont l'un des pays les plus scolarisés au monde, mais eux n'ont pas ce type de conditions draconiennes. Tout simplement parce qu'eux, ils ont compris que la faim, par exemple, le simple fait d'avoir faim ou non, pendant qu'on est à l'école, peut prédéterminer l'échec ou la réussite d'un enfant. La question de l'excellence ne se résume donc pas qu'à la capacité mentale. Il y a divers facteurs qui interviennent dans la réussite ou l'échec d'un enfant. Ne pas le reconnaître et s'ériger en censeur de l'intelligence des enfants, alors même qu'on ne sait rien de la pédagogie, alors qu'on ne sait rien de ce qui peut contribuer à l'échec ou à la réussite d'un enfant, des conditions qui relèvent de facteurs beaucoup plus vastes que le simple fait d'avoir une note. Eh bien, moi, je trouve que c'est une honte. Et ceux qui viennent à la télé, là, raconter ces inepties, vous ne méritez pas de diriger le Gabon. Vous êtes une honte nationale. Vous n'avez aucun sens de la pédagogie. Vous n'avez aucun sens de ce que c'est que la mentalité d'un enfant, la situation socio-économique d'un peuple qui a été pendant 56 ans brimé par les bongos. Et vous venez comme si le coup d'État était une transformation miraculeuse du pays, et vous-même vous parlez de 4 mois, mais vous voulez donc que parce que vous avez passé 4 mois au pouvoir, les enfants vont se transformer comme s'ils étaient aux États-Unis ou en France, parce que pour vous, le coup d'État veut dire vous avez mis en place les conditions qui permettraient la réussite des enfants. Mais c'est quoi cette bouillabaisse? Mais dans un pays aussi riche que le Gabon, il est absolument possible de donner la bourse à tous les étudiants du Gabon et du secondaire et du primaire, et sans condition. Mais voilà que chez nous, on invente toutes sortes de blocages. On va même jusqu'à imposer des conditions d'âge pour l'obtention des bourses. C'est une honte. J'ai vu un communiqué récent où on disait que pour avoir une bourse d'études en médecine à Cuba, il faut avoir moins de 22 ans. Je dis, mais ils sont fous. Là où j'enseigne ici au New Jersey, je vois des hommes et des femmes revenir à l'école à 30, 40, 50 ans même. Et personne ne leur fait ce type de discrimination basée sur l'âge. Le Gabon arrive même à dire que ouais, pour avoir des bourses à l'université, on met des conditions d'âge. Pour entrer à l'université, on met des conditions d'âge. Mais ici, aux États-Unis, je vois plein de gens qui étaient médecins chez eux dans leur pays arriver ici. Ils recommencent presque leurs études pour devenir médecins aux États-Unis à 45 ans. Donc, on va exclure, parce qu'on dit 22 ans, on va exclure ceux de 23, 24, 25, 30 ans. Mais sur quelle base? Quelle est la base scientifique d'une telle limitation? Moi, j'estime que c'est ce que font les ignares, les gens qui ne savent pas ce que c'est que gérer un pays. C'est quoi ce méli-mélo-là, mon Dieu? Et pourtant, nous avons là beaucoup de ces gens qui ont voyagé à l'étranger, étudié à l'étranger. Mais quelles leçons apprenez-vous quand vous êtes dans ces pays-là, mon Dieu? Est-ce que vous apprenez au moins des autres? Est-ce que vous voyez les exemples des autres, comment ils gèrent leur système éducatif?
Alors moi, quand on voit les ministres d'Oligui venir défendre l'indéfendable à la télé, mais on a envie de rigoler. Et ils nous disent, mais non, il manque de l'argent. Voilà pourquoi on ne peut pas donner la bourse à tous les enfants qui ont la moyenne. Vraiment. La raison pour laquelle l'argent manque, c'est justement parce qu'on le dilapide dans la corruption politique. Au taux d'aujourd'hui, par exemple, les 200, 300 dollars dilapidés aux États-Unis par Oligui, là, faites le calcul. Les 200, 300 dollars que Oligui a distribués aux Gabonais, pour les corrompre politiquement, eh bien, rien que 200, 300 dollars, ça pouvait payer la bourse de 7 à 10 élèves du secondaire. Hein. Imaginons qu'au total, Oligui ait dépensé 100 000 dollars pour corrompre, comme ils le font d'habitude. Mais cela représenterait, par exemple, 60 millions de francs CFA. Or, 60 millions de francs CFA représentent la bourse de 2500 élèves gabonais. N'aurait-il donc pas été plus judicieux pour le général Oligui de garder cet argent et de ne pas venir insulter les Gabonais de la diaspora avec 200 dollars? Garder cet argent pour les bourses des élèves au Gabon, au lieu d'aller le dilapider comme ça aux États-Unis. Et que dire des 48 députés et sénateurs de plus qu'Oligui et le directoire qu'il a nommé au Parlement avaient illégalement rajouté à la charte le 6 octobre? Même avec 1 million de salaires par mois, ces 48 députés et sénateurs de plus hein, dont on n'avait pas besoin, représentent déjà 48 millions de francs CFA de salaire par mois, au minimum, qui sont des salaires de plus que l'État doit payer par mois, alors qu'on n'en avait pas besoin. Imaginons que sur 3 mois, on multiplie ces 48 millions, mais ça nous donne 144 millions de francs CFA. De quoi payer les bourses de 6 000 élèves. Je dis bien 6 000 élèves. Dans ce même ordre d'idées, au vu de l'argent distribué à gauche et à droite lors de sa récente tournée électorale à Port-Gentil et à OIM, sans compter la fièvre furieuse des nominations qui n'en finissent plus, le général Oligui ne se doutait-il pas que toutes ces nominations qui demandaient des salaires supplémentaires allaient siphonner les milliards qui auraient pu financer les bourses de milliers d'étudiants dans le secondaire? C'était donc quoi sa priorité? Former un régime ou payer les bourses? Voilà la vraie question. L'argent qu'on dilapide à faire la campagne électorale avant l'heure, là, cet argent aurait pu payer ces bourses. Pourquoi priver les enfants? Parce qu'il y a des hommes et des femmes tellement attirés par le pouvoir qu'ils n'arrivent plus à comprendre ce que c'est que les priorités, surtout dans un cas comme celui-là où le général Oligui lui-même dit, lors de son investiture, je donne, je rétablis les bourses. Mais enfin, rétablir les bourses, c'était sans condition. On ne change pas les règles du jeu en plein match. Il fallait tenir cette promesse jusqu'au bout. Et ajuster peut-être d'ici 2, 3, 4 ans en fonction des priorités de l'État, des revenus et ainsi de suite. Mais vous avez annoncé, est-ce que vous n'avez pas interrogé vos ministres pour savoir est-ce qu'on a de l'argent? Mais enfin, on ne gère pas un Gabon comme ça. Chers compatriotes, j'ai envie de le dire, on ne peut pas diriger valablement un pays si on n'a pas de curseur moral à même d'amener aux élans de moralisation de la vie publique dont un pays comme le Gabon a besoin. Pour notre part, au BDP, nous considérons que rien de bon ne pourra sortir de cette transition tant que l'accent ne sera pas mis sur les institutions. En seulement 4 ans, le général Oligui a commis tellement de gaffes institutionnelles, d'abord, a montré tellement de limites dans sa capacité à gouverner conformément à la loi, conformément à sa propre charte, que nous craignons bien que le Gabon ne se retrouve bientôt dans une situation désastreuse, avec un mode de gouvernance ressemblant de plus en plus à une copie conforme du modèle d'Omar Bongo. On sait où ce modèle a conduit le Gabon au cours des 56 dernières années. On le sait. Voilà pourquoi nous renouvelons notre appel à la vigilance, chers compatriotes. Faire un coup d'État est une chose, gouverner un pays en est une autre. Faire un coup d'État ne veut pas dire forcément que
On a la capacité de diriger un pays. Ça demande une autre forme de génie, cela. Voilà pourquoi l'on dit souvent aux militaires qu'il est mieux de toujours rapidement remettre le pouvoir aux civils et que les civils, par la suite, puissent reprendre le flambeau de la construction à long terme du pays dans un contexte de démocratie. Ce n'est pas toujours facile, mais ce sont des processus obligatoires. Il y a une raison pour laquelle la plupart des régimes du monde vont toujours vers les gouvernements civils. Il y a une raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, les gens disent il faut aller vers un gouvernement civil. Nous ne pouvons pas fonctionner à rebrousse-poil. Donc, pour nous, nous sommes restés droits dans nos bottes. Et nous pensons qu'il est important aujourd'hui que nous préservions le potentiel démocratique du Gabon. Le potentiel démocratique du Gabon, au final, ne sera jamais garanti par la seule action du général Oligui ou du CETRI. Sans la participation active des Gabonais au dialogue national, mais dans un sens, évidemment, qui exigerait que l'Assemblée constituante naisse, non pas de l'Assemblée des mangeailleurs, nommée par Oligui, mais du dialogue national lui-même. Comme en 1990. Tant qu'on n'aura pas fait la mue qui ferait qu'en réalité, on ait une Assemblée constituante qui naîtrait du dialogue national lui-même. Qu'on ne laisse pas les mangeailleurs nommés par Oligui s'approcher à 1 mètre de cette constitution-là. Parce que eux ne peuvent plus fonctionner normalement. Ils dépendent de la mangeoire. Ils ne peuvent plus être objectifs. Ils risquent de nous produire une constitution à la mesure d'Oligui. Et ça, on n'en veut pas. Donc, l'Assemblée constituante doit venir du dialogue national pour que, un peu comme en 1990, cela ait un sens. Sans cela, ce coup d'État n'aura servi qu'à remplacer un dictateur par un autre. Je suis désolé de le dire. Voilà pourquoi les Gabonais doivent demander une assemblée constituante qui émanerait du peuple lui-même. Chers compatriotes, vous me connaissez. Je n'ai jamais eu la langue de bois. Je vous ai toujours dit la vérité. Et je dis aujourd'hui que quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il faut avoir le courage de le dire. Il m'avait suffi d'observer le régime des Bongo pour conclure, après l'élection présidentielle de 1998, que le Gabon ne changerait plus par les urnes et que rien de bon ne pourrait plus se passer au Gabon tant qu'un Bongo serait au pouvoir. Je l'ai fait par effet de déduction en tant qu'intellectuel. J'ai analysé la situation politique de notre pays de 90 à 98 et j'ai vu qu'au vu de tout ce que j'avais vu faire pendant cette période, au vu de la manière dont j'avais vu Omar Bongo reprendre du poil de la bête, commencer à réimposer ses vues sur la société gabonaise et commencer même à défaire les acquis du consensus de la conférence nationale, j'avais conclu automatiquement que le Gabon ne changerait plus par les urnes. C'est cela le travail d'un intellectuel. C'est ce que j'ai fait. C'est un travail d'analyse. Je crois qu'aujourd'hui, je suis plutôt l'un des doyens de la pensée politique gabonaise, l'un de ceux qui ont, depuis très longtemps, analysé les choses de manière mathématique. Mathématique. Et on voit que ma prédiction, que rien de bon ne pouvait plus se passer au Gabon tant qu'un Bongo serait au pouvoir, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis en mesure de vous dire aussi aujourd'hui que je peux presque déjà conclure la même chose concernant le régime du général Oligui. Il y a une mathématicité à la politique qui permet de regarder quelques paramètres. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est comme quand vous faites un sondage, vous n'avez pas besoin d'interroger toute la population. 1000 personnes, 2000 personnes dans un échantillon représentatif vont être capables de représenter la pensée majoritaire dans le pays. Donc quand vous dites 60% des Gabonais pensent ceci, ce n'est pas parce que vous avez interrogé 60% des Gabonais. Vous avez interrogé 60% de ces 2000, de ces 1000, et c'était suffisant pour refléter de manière globale la pensée de la majorité.
C'est la même chose avec l'analyse politique. Voilà pourquoi on appelle ça la science politique. C'est une science. Elle permet de prédire, d'analyser, de mathématiser les comportements humains. Et je suis en mesure aujourd'hui de dire, après d'avoir regardé les 4 mois de gouvernance du CETRI et surtout du général Oligui, parce que je continue de penser que le CETRI n'est pas nécessairement d'accord avec ce que le général Oligui est en train de faire. Mais comme je dis, il y a cette mathématicité qui me permet de regarder ces quelques paramètres et de conclure que tel régime réussira et tel régime échouera. Le régime qui est en train de construire Oligui, sous nos yeux, comporte déjà tous les schèmes qui ont mené à l'échec du régime des Bongo. On n'a pas besoin de l'observer pendant des années pour savoir qu'il va échouer. 4 mois suffisent pour conclure qu'au rythme où vont les choses actuellement, sous le régime d'Oligui, rien de bon ne pourra plus vraiment s'y passer. En mettant l'accent sur les hommes et non les institutions, en mettant l'accent sur le copinage et non la compétence, en voulant faire du neuf avec du vieux, en voulant trop embrasser, tout faire, avaler tout le monde, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, les réformes qui ont justifié le coup d'État. Eh bien, nous sommes bel et bien aujourd'hui en face d'une hyper-présidence où règne en maître absolu le culte de la personnalité et les mythomanies les plus infâmes et le sloganisme le plus infâme. Une situation où ceux qui pourfendaient les bongos hier se mettent bizarrement aujourd'hui à excuser ce qu'ils n'auraient jamais accepté des bongos. C'est bizarre. Est-ce que le fait de faire un coup d'État fait tout d'un coup que les mêmes crimes qu'on commettait, que les bongos, on va dire les bongoïs commettaient sous les bongos, soient de nouveau maintenant acceptables simplement parce que il y a eu coup d'État? Je n'y comprends plus rien. Certes, ceux qui aiment les artifices, les subterfuges, la triche, le mensonge, le vol, la mangeoire, ils vont aimer Oligui, car il se révèle être aujourd'hui le parfait élève d'Omar Bongo. Sauf que ce sont ces mêmes méthodes d'Omar Bongo qui ont tué le Gabon sous les bongos. Et ce qui a tué le Gabon sous les bongos, j'ai envie de dire, ne peut manquer de tuer le Gabon sous Oligui. C'est mathématique, les mêmes causes, même toujours aux mêmes effets, c'est connu. Mais ceux qui aiment les institutions ne vont pas aimer Oligui. Car en seulement 4 mois, tous les signes sont là qui montrent que comme sous les bongos, le général Oligui n'hésitera pas à puiser dans les caisses de l'État pour financer ses campagnes électorales, pour financer la corruption politique des élites. Il a déjà avalé tout le monde. Ça, c'est le signe de sa méthode de gouvernance. Qu'il soit au pouvoir demain ou pas, ça ne va rien changer. La personnalité d'un homme ne change pas du jour au lendemain. C'est là les fondamentaux de sa personnalité. Il est capable de corrompre. Il est capable de dire, pour éviter la critique de qui je suis, je vais corrompre tout le monde. Et demain, il mettra d'autres en prison qu'il ne pourra pas corrompre. Voilà la réalité de la construction d'une dictature. Et j'ai envie de dire que dans ce domaine, il a même déjà fait pire qu'Omar Bongo ou Ali Bongo, puisqu'il a avalé tout le monde. Là où les Bongo faisaient quand même semblant de laisser un semblant d'opposition en face, un semblant de société civile en face. Aujourd'hui, c'est le silence total dans la société civile. Plus personne ne critique, plus personne ne parle. Les syndicats se taisent. Mais mon Dieu, c'est grave. Moi, j'estime que comme sous les Bongo, le général Oligui, aujourd'hui, de ce qu'on sait, de sa personnalité, de sa manière de gérer, n'hésitera pas à tricher, puisqu'il triche déjà en se proclamant illégalement président de la République, alors qu'aucune institution ne lui permet ce titre aujourd'hui. Et on le voit déjà aller en campagne, là où il interdit même aux autres de faire la même chose, parce que pour lui, il n'y a que le CETRI qui doit exister. Mais c'est cela qu'on appelle la fraude électorale, parce que lui, il prépare les élections, mais il dit aux autres de ne pas les préparer, parce qu'il leur dit « Ah non, vous n'avez pas le droit d'exister. » Alors, allez-y comprendre quelque chose. Si nous sommes en transition pour 2 ans, c'est justement maintenant que tout le monde doit se bousculer pour dire, écoutez, on veut être candidat, et on doit laisser libre cours à ces élans on va presque dire électoralistes pour que les gens se préparent. Ils vont se préparer quand? À quel moment va-t-on leur donner le droit de s'exprimer librement? Voilà les grandes questions qui se posent aujourd'hui à notre gouvernance. Et moi, j'estime que comme sous les Bongo, le général Oligui n'hésitera pas
à s'associer aux pires criminels et cool-mongeurs de la République pour gouverner et terroriser. C'est déjà le cas. On voit des gens là de basse moralité, d'anciens capistes, d'anciens cool-mongeurs, des gens apparemment qu'il connaît et qui ont aidé les Bongo à terroriser les Gabonais depuis 1990. Et j'estime aussi que, comme sous les Bongo, il n'hésitera pas à corrompre l'Assemblée nationale pour se tailler des constitutions à la mesure de son incapacité à gagner légitimement le pouvoir. Et comme sous les Bongo, il n'hésitera pas à manipuler les institutions, la Cour constitutionnelle et les élections pour se maintenir au pouvoir. Il faut, à mon avis, avoir la capacité d'analyser cette situation de cette manière. Sans cela, nous tomberions dans la naïveté la plus totale. Et dans 2 ans, on n'aura que nos larmes, nos yeux pour pleurer. Chers compatriotes, ne vous y trompez donc pas. Comme le disent les Chinois, Oligui aura beau vous donner du poisson, cela ne fera toujours pas de vous un peuple capable de pêcher son propre poisson. Comme sous les Bongo, il vous fera mendier des droits qui vous reviennent de droit. Vous transformera en peuple de mendiants parce qu'il vous fera croire qu'il est un envoyé de Dieu, de cela même de solutionner vos misères. Mais la vérité est la suivante. Sans institutions fortes et sans réformes démocratisantes, allant dans le sens d'un régime parlementaire avec des contre-pouvoirs forts, tout cela s'écroulera. J'ai envie de dire que tout cela s'écroule déjà. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais Oligui, à nos yeux, a déjà échoué. Il est déjà enlisé dans un système dont il est prisonnier lui-même et qu'il sera très difficile de changer demain. Il ne pourra donc pas réussir le Gabon nouveau de demain que nous attendons. Pas avec les méthodes bongoïstes actuelles. Voilà pourquoi je vous demanderai, pour finir, à vous tous, chers Gabonais, 2 seules choses. La première est de ne pas laisser le général Oligui et ses amis faire du dialogue national un simple cadre de jérémiade et vous imposer leur parlement de courtisans comme assemblée constituante. Aucune constitution digne de ce nom ne sortira d'une assemblée de corrompus, de gens qui ne peuvent plus parler parce qu'ils ont la bouche pleine. Il nous faut nous organiser pour imposer une assemblée constituante qui soit une émanation directe du peuple. C'est du dialogue national lui-même que doit émaner l'Assemblée constituante. Deuxièmement, préparons les élections. Quand tout aura été dit et fait, la seule arme qui nous restera pour stopper la marche de la dictature militaire au Gabon restera l'élection de 2025, si évidemment elle se tient. Le général Oligui est en train de nous préparer un modèle à la Kagame, au Rwanda là-bas, ou à la Museveni en Ouganda. Nous devons refuser cela en nous préparant à élire quelqu'un d'autre qu'Oligui, parce que nous savons qu'aux prochaines élections présidentielles, s'il gagne, il va reproduire simplement la méthode bongoïste, la méthode Omar Bongo, qui est déjà patente et visible un peu partout dans la manière dont son régime fonctionne aujourd'hui. Moi, j'estime qu'il en va de l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en place un parti politique nommé Congrès citoyen, auquel vous pouvez déjà adhérer en allant sur le lien congrèscitoyen.org, en un mot, congrèscitoyen.org, sans accent évidemment. Sur ce site, vous pouvez déjà vous abonner, vous pouvez déjà adhérer en attendant le lancement officiel de notre parti à Paris au mois de février ou de mars, mais ça se fera très bientôt. Et si vous voulez être des nôtres, allez-y, adhérez, pour qu'on se retrouve à Paris au mois de février ou de mars. Nous arrivons, parce que nous voulons préparer les élections. Avec ce parti qui va remplacer le mouvement Bongo doit partir, nous comptons nous présenter aux élections présidentielles, aux élections législatives et aux élections locales qui viendront après la transition, pour justement barrer le chemin à la dictature et mettre définitivement le Gabon sur le vrai chemin, non seulement de la libération, mais aussi de la félicité. Mes chers compatriotes, vive le Gabon, vive la République et bonne année à tous. Je vous remercie et à très bientôt
pour des échanges fructueux dans les temps qui viennent. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.